Bonjour à tous. On va faire cette table ronde en français pour les anglophones. L'interprète va se charger de la traduction. Donc aujourd'hui, le but de cette table ronde, c'est de parler d'un nouveau secteur, un nouveau segment de l'agriculture que la robotique est en train d'adresser, qui est le secteur de la polyculture élevage et aussi grande culture, comme ça a été introduit un petit peu dans la précédente table ronde. Donc avec nous aujourd'hui quatre intervenants de grande qualité, avec je dirais des spécificités un petit peu différentes. Ils se présenteront tout à l'heure. Mais d'abord, on va démarrer par un petit peu de connaissances générales sur la polyculture élevage et telle qu'on va la décrire. Donc par une très courte présentation dont je vais me charger. Donc je ne sais pas si c'est moi qui passe les slides ou... Donc, la polyculture élevage, en France, ça représente à peu près 40% des fermes en nombre d'exploitations et 34% en Europe. En France, par exemple, donc là j'ai mis le chiffre parce que principalement les gens qui font partie de ce panel sont dans le bovin, qu'il soit lait ou viande. Le bovin, les fermes bovines représentent 25% des exploitations en France. Donc là, vous avez deux petites cartes qui montrent la densité à la fois des bovins élevage lait, donc tout ce qui va être traite, donc sur la partie gauche marron, et à droite, vous avez toute la partie plutôt viande, on va dire, le bovin allaitant. Ce qui est intéressant, sur lequel il faut un petit peu s'attarder finalement, c'est le cycle de travail sur l'année de ces agriculteurs. Donc c'est une réflexion qu'on a généralement de toute façon dès qu'on réfléchit en robotique, puisque la robotique elle est censée amener des solutions à des tâches soit spécifiques, soit des tâches assez diversifiées. Ça dépend vraiment beaucoup du type de robot et de la typologie de besoin qu'il y a en face. Donc là, pour décrire rapidement les grandes périodes de l'année, on voit sur ce cycle qui se renouvelle donc chaque année que finalement il y a une période qui est très chargée, une période charnière, qui je pense est plutôt la période du printemps, puisque en polyculture élevage, il faut à la fois s'occuper de l'élevage et à la fois des grandes cultures en général. Et il y a pas mal de tâches et d'activités qui viennent se télescoper en fait au même moment, dans un même moment de la saison, notamment là on le voit au printemps. Et puis après il y a toutes sortes d'activités tout au long de l'année. On va pas rentrer dans les détails de ces activités-là. Le but après c'est que chaque intervenant puisse expliquer finalement ses besoins, ses challenges par rapport à des moments de ce cycle-là ou au cycle complet. Comme on le disait juste avant, donc le pic de l'activité se produit plutôt sur le printemps. Il y a un creux post-moisson de juillet et puis un redémarrage un petit peu à l'automne. Mais vraiment, le gros de l'activité où les activités se télescopent beaucoup, c'est la partie printanière. Et c'est un des enjeux majeurs aussi des autres, finalement, segments de l'agriculture, parce que c'est, je dirais, si je vulgarise, le moment où les cultures poussent, quoi. Les principaux challenges aujourd'hui à laquelle la robotique semble devoir répondre d'une manière générale, et ça s'applique finalement, je pense aussi au mixed farm, à la polyculture élevage, mais ça on le verra, on va le confirmer juste après, mais ce sont les rendements, donc l'amélioration des rendements, c'est le temps gagné, la sécurité et évidemment la main-d'œuvre. Donc ça, on va laisser maintenant la parole à nos quatre agriculteurs. Euh, Maxime est pas dans le bon sens, il y a eu un petit problème, désolé. Je vous invite à pencher la tête à droite pour voir correctement. Donc, je vais les laisser se présenter rapidement, qu'ils puissent expliquer aussi qu'est-ce qu'ils font sur leur ferme.
s'ils sont en bio, en conventionnel, en agriculture de conservation des sols, etc., et le type d'élevage qu'ils réalisent. Et ensuite, on essaiera de creuser un petit peu justement les besoins qu'ils ont et comment ils se projettent demain avec potentiellement de la robotique. Soit ils en ont déjà chez eux aussi pour certains, soit comment ils se projettent à l'avenir. Donc on va commencer avec Bernard. Bernard, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton exploitation, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Merci pour l'invitation, Émeric, et merci au FIRA, au World FIRA. L'exploitation que je possède avec un autre associé, est une exploitation qui est au sud de ce département, qui fait 530 hectares et qui est totalement divisée en deux parties. La première est une partie de grande culture sans irrigation, sur lequel nous pratiquons de l'agriculture de conservation des sols en conventionnel avec l'utilisation de pesticides. Et la deuxième partie est une partie bio qui permet de faire un élevage de vaches de race limousine en bio. Et pour les cultures associées à l'alimentation des limousines, on fait ce qu'on appelle l'agriculture biologique de conservation. Alors on tente de faire parce que c'est quelque chose de très compliqué. Et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure en quoi il en retourne. Merci Bernard. On va passer la parole à Maxime. Bonjour à tous. Bon, c'est toujours un plaisir d'être ici pour World FIRA, mais aussi parce que j'ai passé quand même 6 ans au lycée d'Ozeville, plus haut, et voir ce lycée se transformer pour le World FIRA chaque année, c'est toujours beau, et pour moi un honneur de participer à cette table ronde. Donc moi c'est tout simple, je suis en grande culture, en sec, j'ai pas d'irrigation, j'exploite 250 hectares, et voilà, donc l'élevage, moi j'ai toujours connu ça sur mon père et mon oncle des vaches aussi, donc mais moi je suis plutôt sur la partie Lauragais et périurbain de Toulouse. Voilà. Merci Maxime. La parole à Florent. Bonjour à tous, donc moi Florent Barthès, sur une exploitation au nord du département de 235 hectares, donc conduite en bio. Et à côté de ça, un élevage bovin-viande de 80 mères, différentes races dedans, donc Gasconne, Limousin, Aubrac. Et voilà, les vaches ne sont pas conduites en bio, l'élevage. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci. Et enfin, Sébastien. Bonjour à tous, Sébastien. Donc, pareil que Bernard, demi-heure au sud de Vers-et-Pyrénées. Donc, une exploitation familiale avec aujourd'hui près de 90 vaches laitières à la traite. Polyculture élevage, donc avec des cultures à côté et qui arrive à sortir quand même pas mal d'actifs à hectare, vu qu'on est quand même 4,5 à bosser sur exploitation sur un peu moins de 200 hectares, lié aussi à une volonté d'aller chercher de la performance et aujourd'hui avec des robots de traite. Très bien, mais justement, Sébastien, toi tu es déjà équipé en robot. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les robots de traite et depuis quand vous les avez sur l'exploitation et qu'est-ce que ça a changé? Et là, on veut vraiment s'intéresser à voilà quelles ont été les motivations, à quoi ça répondait comme challenge finalement sur l'exploitation et qu'est-ce que ça a changé? Et est-ce que vous reviendriez en arrière aujourd'hui ou pas? Alors, le premier robot est arrivé il y a déjà 17 ans. Ça peut paraître une éternité, c'était pas les premiers. Il y en avait d'autres qui en avaient mis il y a plus d'une vingtaine d'années. Je retrouve souvent dans tous les débats qu'on peut avoir sur la robotique ou sur la donnée, finalement des choses que le monde de l'élevage a déjà connues il y a 15 ou 20 ans, que ce soit la gestion de données, l'équipement de la robotisation, tous les freins qu'il y a eu, toutes les petites histoires aussi, c'est pas rentable, ça coûte trop cher, les banques vont pas suivre, etc. Pour autant, quand le cas d'usage est réel, la transformation, elle va avoir lieu. D'ailleurs, aujourd'hui, 9 installations de traite sur 10 qui se renouvellent sont des robots de traite. Preuve qu'il n'y a pas de débat que ça va finir par arriver. Déjà pour plusieurs choses, et la pénibilité, le bien-être des animaux qui peuvent y aller autant de fois qu'ils en ont envie. 4 fois en début de lactation, même pas 2 finalement sur la fin de lactation. Donc voilà, et il y a une
finalement une rentabilité économique aussi au-delà du cas d'usage et de l'amélioration technique. Après, ça a des surcoûts. Ça a des surcoûts en entretien comparé à une salle de traite, mais ça, tout le monde peut comprendre. Et finalement, c'est comme, on va dire, une course d'équitation. Vous avez un handicap parce que vous avez un outil plus performant que le coût d'entretien, mais avec des options supplémentaires qui vous permettent d'aller chercher plus. Et d'ailleurs, toutes les études économiques ont prouvé que finalement, il est meilleur en robot de traite, s'en sortait bien mieux que les meilleurs équipés en salle de traite. Par contre, les plus mauvais équipés en robot, comme ils avaient un handicap de surcoût d'entretien, ils s'en sortent moins que les moins bons équipés en salle de traite. Et c'est tout un paradigme, et on dit souvent, mais peut-être qu'on y reviendra après, que pour nous en élevage, les animaux s'y habituent plus vite que l'homme au robot. Merci Sébastien. Et juste une autre question sur le robot. Donc tu dis que économiquement maintenant ça fonctionne. Est-ce que ça a été le cas aussi dès le début, ou est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation? Combien de temps ça a duré et quels ont été les efforts à produire pour y arriver, quoi? Très clairement, au départ, ça a pas, et les résultats techniques, nous, sur la ferme, étaient moins bons qu'en salle de traite. Mais c'était le cas pour beaucoup de robots à l'époque, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, et ça c'est le piège, il y a beaucoup de vendeurs de robots aujourd'hui, et les vendeurs de robots vendaient ce que les éleveurs voulaient entendre, et pas finalement la réussite. Et tout le para-agricole autour, et vendeurs d'aliments, et conseils laitiers et autres, n'étaient pas câblés, avait pas la bonne réflexion sur le changement finalement, non pas de juste de traite, mais de conduite générale d'exploitation que ça engendrait derrière. Parce qu'en fait, si c'est pour prendre un robot pour remplacer une machine, ça sert à rien. Par contre, si c'est pour prendre un robot pour changer de cas d'usage et pour pouvoir aller à des zones d'intervention, à des heures, à des créneaux, et là je fais un peu parallèle aussi avec la robotique agricole différent, ben on va aller dans des cas d'usage différents où on va pouvoir générer de la rentabilité. Et tout ce paradigme, au départ, a fait que on a été moins bon les 2 premières années, jusqu'à comprendre aussi, voilà. Et finalement, et paradoxalement, j'avais fait toutes mes études agricoles et tous mes rapports de stage sur les robots de traite, on en avait mis un. Et comme on avait réussi, j'ai fait 6 à 7 ans de consultant dans tout ce qui était robot de traite et finalement conduite au changement quand on était équipé de robots de traite. Et aujourd'hui, il y a toutes les boîtes ont formé des spécialistes robots, ce qui n'existait pas au lancement des robots et qui a vraiment fait beaucoup de mal aux premiers robots qui ont été mis. Ok, merci. Bernard, toi, dernière on va dire, innovation technologique sur la ferme, ça a été quoi et finalement, qu'est-ce que ça a changé? Et peut-être nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'agriculture de conservation des sols pour qu'on comprenne bien aussi les enjeux de cette agriculture-là. Oui, ok. Alors, ma dernière innovation, elle ne va pas révolutionner tout, puisque je crois que c'est un épandeur d'engrais avec coupure de tronçons et pesée et gestion de l'épandage. Ça m'amène à dire, à faire une petite insertion de ce que j'aimerais avoir aussi, avant de passer sur l'explication de l'ACS. Ce que j'aimerais avoir, je suis celui qui fait les traitements. Qui fait tous les traitements et les apports phyto sur l'exploitation. Je vous garantis que c'est un casse-tête quand vous avez des parcelles biscornues pour pouvoir s'aligner au niveau du champ et faire en sorte qu'on ait le maximum d'efficacité et de non-perte par le fait de tourner dans des angles aigus. Avec un pulvé, quand vous tournez dans des angles aigus, vous faites du mort, même s'il y a une coupure de tronçon dessus, il faut aller décaler. Donc il y a des cas d'usage, je reprends ton terme, le cas d'usage, ça serait super intéressant que d'avoir une appli capable de te dire aligne-toi là, efface le poteau en bout de pulvé. Quand on passe avec les pendeurs d'engrais, on s'en fiche qu'il y ait un poteau, on le contourne à peine. Quand on passe avec un pulvé, il faut faire un écart de 15 mètres pour éliminer les 15 mètres du pulvé. Donc en termes d'évolution, il est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui viendraient nous aider, et nous, chez nous sommes friands de toute cette technologie qui vient nous aider et non pas nous asservir. C'est-à-dire cette technologie qui va nous permettre d'avoir soit du confort au travail, soit de l'efficacité augmentée au travail. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à s'organiser, parce que sur notre exploitation de 530 hectares, nous sommes que 1,5.
Moi, je me considère ne faisant que les pulvées, enfin les passages de pulvées. Donc c'est mon associé qui fait à peu près tout le reste du travail, plus un associé qui vient de partir mais qui va revenir sous forme de salarié. Donc en gros, on est de façon efficace 1,5 à 2 pour piloter tout ça. Donc on est vraiment friand de toutes ces applications qui peuvent nous aider la vie et nous rendre efficaces. Voilà. Notre terme à nous, c'est l'efficacité. On ne calcule pas trop, c'est l'efficacité. L'agriculture de conservation des sols, c'est quelque chose dans lequel je suis tombé sans le savoir il y a plus de 20 ans, quand je faisais mes études ici dans ce lycée, puisqu'il y avait un petit pôle là-bas qui faisait qu'on n'allait pas labourer le sol, qu'on allait continuer à voir comment un sol évoluait et voir tout ce qui était possible en termes de culture. Et ça m'a toujours fasciné. Et puis, il y avait des agriculteurs dans le Lauragais qui faisaient du semi-direct dans les années 80. Alors, ces gars-là étaient pris pour des fous. Ils semaient sans labourer, c'était des grands fous. Et pourtant, ces gars-là ont continué et ont acquis cette technique de travail en bouleversant moins la structure du sol. Et ça, c'est précieux parce que ces gars-là ont un recul terrible sur ces pratiques-là. Et aujourd'hui, ça nous sert énormément dans ce que nous faisons. Et pour le résumer simplement, c'est une agriculture sur laquelle il y avait une photo tout à l'heure, sur laquelle on va semer en semi-direct sur les résidus végétaux auparavant, enfin de la culture précédente, ou voire même on va mettre un couvert végétal pour y semer dedans et gérer comme ça un sol qui sera couvert tout le temps. Le but étant de nourrir le sol qui nourrira la plante ensuite et de retrouver de la matière organique et des éléments, des microbes dans le sol, enfin toute la faune du sol qui est précieuse pour l'activité du sol. Très clair, merci pour ces explications, Bernard. C'est vrai que on a un avantage aujourd'hui là sur ce panel parce qu'on a à la fois du conventionnel, de l'agriculture de conservation des sols, du bio, de l'élevage en bio, de l'élevage en conventionnel. Donc on a une vraie diversité, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs en parlant de bio, Florent, toi, est-ce que tu peux nous expliquer soit des dernières technologies que tu as achetées ou essayées sur ton exploitation? Alors moi j'ai eu la chance d'essayer pendant 3 ans un robot Orio. Sur culture de tournesol et de pois chiches. Donc la première année, le robot n'a fait que biner et passer la RC-trille. Et les 2 années suivantes, on y a mis un semoir et il a du coup semé le tournesol. Et ensuite, il s'est vraiment occupé de toute la parcelle. C'est une parcelle de 12 hectares. Et donc il a semé, il a ensuite biné, et du coup c'est le robot qui s'est occupé de la parcelle du semis jusqu'au binage. Et moi, ma particularité sur l'exploitation, c'est que en étant en bio, le binage tombe généralement en plein dans les foins. Et donc on peut pas forcément être partout et souvent le binage est un peu délaissé au profit du foin parce que le foin c'est le truc qu'on peut pas louper dans l'année. Et le fait d'avoir le robot, on lance le robot, il effectue la tâche et nous on peut aller faire autre chose. Et bon, là pour le coup les foins. Et Et sur le binage, particulièrement parce que tu es en bio, donc le binage c'est un travail du sol superficiel pour supprimer les herbes quoi finalement. Ouais. L'impact de ne pas réaliser de binage ou de ne pas réaliser suffisamment de binage, l'impact il est où finalement? Il est au niveau des maladies, il est au niveau des rendements, ça se passe au niveau du salissement de la parcelle et au niveau du rendement, donc ça impacte de suite le rendement. Et en bio, si on commence à laisser les parcelles se salir, c'est mort pour les années suivantes. Donc il y a un vrai enjeu dans cette période à pouvoir gérer l'enherbement, j'imagine en bio, mais pas qu'en bio, j'imagine pour tout le monde. Oh, je pense que pour tout le monde, c'est pareil, mais en bio d'autant plus parce qu'on n'a pas de rattrapage ensuite chimique. C'est clair, en bio c'est primordial. En fait,
les insectes, les maladies, on arrive à se débrouiller avec les résistances génétiques des variétés, mais l'anermement, on ne sait pas faire. Et là, c'est vrai que la robotisation est super intéressante parce que elle peut passer plusieurs fois également. Elle peut intervenir plusieurs fois et réduire cette pression qui est constante parce que quand on bine, on tue quelques mauvaises herbes, mais on en fait naître d'autres. Oui. Et le fait de pouvoir intervenir et de passer dans l'interrang régulièrement, de façon automatisée, ça c'est un gain indéniable. Et la réussite est là. Hein. Ouais, merci. Ouais, on comprend mieux, je pense, sur cette, en fait, la parallélisation des tâches. C'est ce qu'on disait en introduction. Hein, c'est que le printemps est une période majeure et cruciale dans les exploitations, les autres périodes également, mais celle-ci notamment en polyculture, puisqu'il y a la partie foin. Et puis il y a la partie grande culture. Et toi justement, Maxime, qui n'a pas cette partie, on va dire, élevage, malgré tout, ça reste un vrai challenge, le printemps, côté grande culture. Et pareil, est-ce que tu peux nous expliquer quelle dernière technologie tu as eue sur ton exploitation qui te permet de répondre mieux à ces challenges pendant cette période, pendant d'autres périodes d'ailleurs, et de nous en dire deux mots? Moi, comme investissement technologique, bon, j'ai investi dans un GPS John Deere sur mon tracteur au printemps dernier, ce qui me permet d'être plus efficace dont le tracteur est autonome dans tout ce qui est partie champ et d'être efficace sur la largeur de l'outil à 90%, 95%. Donc ça me permet de l'optimiser au maximum et de gagner en confort de travail et en performance. Donc, moi, tout ce qui est robotique et tout ce qui est pour les pics de travaux, je vois deux choses sur la robotique et les technologies. C'est-à-dire soit permettre d'avoir des outils encore plus performants et d'assister l'homme sur tout ce qui est pulvérisation, coupe de tronçon automatique, gestion buse par buse. Donc tout ce qui est dans les technologies à nous permettre d'être plus performants et de gagner en productivité. Et dans un second temps, je vois le robot sur tout ce qui est pas sur la strength, comme on voit dans l'élevage laitier de Sébastien, ou tout ce qui est dans le binage, tout ce qui est des travaux répétitifs et simples, qui ne demandent pas de grandes technologies et grandes savoir-faire. Donc je vois deux choses, et c'est vrai que nous, en partie grande culture, avoir un robot qui permettrait d'être autonome sur les travaux simples, qui ne demandent pas un réglage constant et qui permettrait tout ce qui est des chômages, des choses simples, de travaux du sol ou binage, ou qui permettrait d'être efficace parce qu'on a des créneaux quand même tellement courts et de plus en plus courts avec la météo qu'on a, qu'un outil qui pourrait travailler 24 heures sur 24, ça serait un gain de temps et un gain économique indéniable. Ok, merci. Est-ce qu'on peut parler maintenant, je pense que moi ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est pas de prendre ce qui existe aujourd'hui en termes de technologie et de voir si ça correspond à vos besoins, mais c'est plus partir à l'inverse de quels sont vos besoins à vous, vraiment au sein des exploitations, et pour chacun d'entre vous finalement, en démarrant peut-être par Sébastien, quels sont les challenges, ou quel est le principal, s'il devait y en avoir qu'un, c'est quoi aujourd'hui le principal challenge auquel tu souhaites répondre, et finalement est-ce que la robotique pourrait être une des solutions, ou l'automatisation en général, à ce challenge, quoi. Pour une ferme comme un autre, où en fait, il y a de la traite 24 heures sur 24, il y a une astreinte quotidienne, le principal challenge, c'est optimiser les périodes à risque. C'est-à-dire les périodes à risque, c'est-à-dire que ça soit dans les cultures, ça va être ce qu'on a vu mai-juin, et dans les vaches, en fait, c'est matin et soir et week-end, et là où j'ai du mal à trouver des salariés, et même en tant qu'associé, où on a aussi des fois envie de lever les pieds, il n'y a pas que les salariés qui n'ont pas envie de bosser, les associés aussi, les patrons aussi, s'ils peuvent s'éviter des tâches à des heures ou des week-ends ou certains moments. Donc c'est vraiment cette définition du cas d'usage pour nous qui est hyper importante. Il y en a plusieurs, on a automatisé la traite, on n'a pas automatisé autre chose, mais dans les choses qui reviennent matin et soir, il y a sortir tout ce qui est fumier, il y a la nourriture des veaux, en plus de la traite, donc des automatisations qui sont possibles. Il y a des robots de raqueurs qui sont possibles sur lisier,
Je comprends pas comment ils sont pas encore arrivés sur fumier et qu'ils n'ont pas capables de broyer la paille. On a bien des broyeurs à la sortie de nos chiottes quand il faut relever un soie. Donc pourquoi on n'est pas capable de les mettre aux vaches? Et après, on a également, moi qui suis à un séchage de foin en grange, avec une griffe, je comprends pas que la griffe elle puisse pas automatiser le rangement et qu'il faut que je mette un pilote alors que c'est déposer du foin dans un truc carré. Donc voilà, là ça fait partie pour moi des principes là où des moments où je suis dans le dur où je me dis mais ça doit quand même pas être compliqué à automatiser. Ok, et d'un point de vue économique, un robot ou une automatisation de ces tâches-là, c'est quelque chose, tu penses, qui serait, tu le ramènerais à quoi? Comment tu calculerais ton modèle économique? Je calculerais, je pense que le temps gagné, je prendrais à x2 ou x3 du taux horaire. Parce que aller trouver quelqu'un pour rentrer du foin le samedi soir, parce que c'est le samedi soir, parce qu'il y a l'orage qui arrive. Alors oui, si le jour où je vais trouver quelqu'un, je vais pas les payer à x3. Mais c'est pour toutes les fois où je vais pas trouver quelqu'un. Donc x3, x4, même, je pense, du taux horaire et là-dessus. Et c'est pareil le matin et le soir ou le week-end. Ok, la personne, je vais la payer 1,5, mais je vais la payer 1,5 de plus fois 1,5, mais parce qu'elle m'aura fait 25 heures au tarif normal. Si je veux trouver quelqu'un d'efficace uniquement pour ces heures-là, ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc oui, ces tâches-là, c'est normal que ce qu'elles vont, je ne vais pas les compter en équivalent heures de travail gagnées à 10-15 euros. Et où, par exemple, j'ai un petit débat, moi, c'est sur pailler que je peux faire en journée, où j'ai pas besoin dans des certains box de pailleuse ou autres, ou même des choses que je peux faire en journée. Et là, l'automatisation, je la compte pas pareil que sur des tâches finalement à des horaires où c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Oui, ce que tu dis en fait, c'est que sur ces tâches-là que tu aimerais automatiser, finalement, avoir quelqu'un, tu l'occuperais pas à temps plein. Et donc, il faut regarder un coût à temps plein aussi et le comparer finalement au gain total, quoi. Ça se regarde pas à la tâche, ça se regarde je dirais à l'exploitation presque, quoi, quasiment. Oui, ça se regarde à l'exploitation après. Et puis, il faut pas avoir peur. Moi, j'ai le premier robot de traite qui a 17 ans qui traîne encore. Et pourtant, j'avais mis le premier emprunt sur 7 ans et les banques, elles étaient frieuses d'ailleurs à plus de 7 ans. Bon, le second robot de traite, elles ont accepté de le financer sur 15 ans. Bon, ça m'arrangeait, les taux étaient tellement bas quand j'ai acheté le second que du coup, ça m'allait bien. Mais sinon, il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, on voit bien la plupart de ces machines-là utilisent quand même des technos plutôt éprouvés, que ce soit des moteurs électriques et autres, où il n'y a quand même pas trop de casse. Voilà, donc le financement, il se réfléchit. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est toutes les innovations qui ont été vendues, c'est souvent pour faciliter la vie. Faciliter la vie, le temps de travail, les humains sont par définition plutôt feignants. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui permet de faciliter et qu'on arrive à démontrer qu'économiquement, on n'y perd pas, c'est là où ça va prendre facilement. Ok, merci. Maxime, toi, c'est quoi les principaux challenges aujourd'hui là sur l'exploitation? Moi, mon principal challenge, je pense que ça rejoint un peu Sébastien, c'est la main-d'œuvre, parce que malheureusement, dans le monde agricole, il y a un vieillissement de la population qui est beaucoup plus fort que dans la population, dans la société, dans sa globalité. Et pour trouver de la main-d'œuvre agricole salariée, c'est très compliqué. Parce que soit pour trouver déjà un salarié, soit il faut trouver quelqu'un qui fasse des tâches répétitives et qui aime être commandé de façon bête et méchante, quoi, un simple salarié de base, mais qu'il faut être derrière pour commander comme un robot, hein, et ça, des personnes comme ça, il y en a plus, parce que les gens sont quand même maintenant évolués, ils ont des études. Soit il faut trouver un salarié qui est quand même autonome, il faut accepter qu'il prennent des décisions que des fois, ou des initiatives qu'on n'aurait pas prises. Il faut être ouvert là-dessus. Donc moi, mon défi, c'est la main-d'œuvre, parce que c'est quelque chose donc c'est vrai que si des robots, des technologies pouvaient apporter des aides là-dessus, parce qu'on a des pics de travaux, et c'est vrai que si ces fenêtres courtes de travaux qu'on a, si on les exploite pas au maximum, économiquement, on n'est pas bon, quoi. Et moi, c'est vrai que moi, sur mon exploitation,
je traîne un retard que je rattrape. Et justement, là, je suis en train de finir mes semis de blé dur. Bon, c'est un blé dur de printemps, c'est pas gênant. Bon, s'il y a un printemps qui accompagne, mais c'est un retard que j'ai accumulé par défaut de main-d'œuvre. Et du coup, économiquement, ça a un impact sur mon exploitation parce que si tout est fait au bon moment et dans les bonnes fenêtres, on est gagnant, quoi. Ça, c'est intéressant, là, justement, Maxime, parce que ce que tu dis, c'est finalement, si j'avais eu de la main-d'œuvre à ce moment-là, j'aurais pu faire mes semis en temps et en heure. Et est-ce que finalement, l'intervention, les fenêtres climatiques, intervenir au bon moment, c'est quand même la clé sur une exploitation. C'est la clé économique aussi. Hein, c'est la rentabilité d'une exploitation, elle passe aussi par faire les choses au bon moment. Et les fenêtres aujourd'hui d'intervention climatique, elles semblent de plus en plus courtes ou chamboulées en tout cas. Dans tous les cas, c'est plus les mêmes qu'avant. Il faut s'adapter. Et probablement avant c'était aussi le cas par rapport encore avant. Et donc c'est sans cesse en perpétuelle adaptation. Et finalement voilà, aujourd'hui il y a à la fois, de ce que je comprends, une problématique de trouver de la main d'œuvre pour pouvoir intervenir dans les champs. Et en même temps, il y a ces fenêtres climatiques qui sont de plus en plus courtes ou je dirais chamboulées, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter avec effectivement de nouvelles méthodes. Et donc ça passe soit par finalement peut-être plus de puissance et plus de largeur de travail, plus de débit de chantier. Mais est-ce qu'on n'a pas atteint déjà là, sur ce point de vue-là, la taille maximale finalement qu'on pouvait atteindre? Est-ce que derrière ça n'a pas trop d'impact sur les sols d'avoir encore plus de débit de chantier sur les machines? C'est quoi la limite finalement? Est-ce qu'on peut pas avoir encore des plus gros tracteurs finalement pour traiter encore plus large finalement et pouvoir répondre à cet enjeu de fenêtre climatique? Je sais pas qui veut répondre parmi vous. J'imagine que vous avez tous une idée, quoi. Non, je pense que sur la taille du matériel, on atteint une limite et aussi on atteint une limite économiquement parce que c'est maintenant quelque chose qui, comme tu dis, pour traîner une grosse largeur, il faut 300 000 euros. Un investissement, il faut des investissements énormes et il faudrait que le tracteur ou la moissonneuse-batteuse fasse 1000, 2000 hectares. Et ce n'est pas la taille d'exploitation qu'on a ici. Donc c'est vrai que la limite, on l'a atteint par le coût économique du matériel. Et puis aussi, on peut parler non plus sur des largeurs, il y a des largeurs déjà. Voilà, le matériel est déjà efficace. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la main-d'œuvre, quoi. Le main-d'œuvre, le travail effectif, quoi. Ouais, désolé, je bouillais, j'avais envie d'intervenir. Déjà pour moi, alors désolé pour ceux qui n'ont pas semé ou autre, mais j'ai un père qui m'a toujours appris que les choses, il faut les faire aux dates et la rentabilité, elle n'existe que si les choses, elles sont faites aux dates. Et qu'en soi, la nature nous fera faire la rentabilité naturellement et que notre job en soi, c'est que de faire du currying. C'est-à-dire que, et à saison ou un voyage ou un cycle de vie, on doit dégager tous les imprévus de devant et faire les choses au bon moment parce que si on y met des arrêts, on casse une dynamique et c'est fini. Et pour moi, c'est primordial. Et donc, en fait, tous les outils doivent venir pour aller plus loin. Un robot traite, en fait, il permet de traire 4 fois une vache quand un veau, naturellement, il aurait traité beaucoup en début de lactation et donc permettre à une vache d'expliquer son potentiel. Il faut pouvoir faire, si on sème aux bonnes dates, si on fait les foins au bon créneau et qu'on a du bon fourrage, toute la rentabilité est par dehors. Et là où je crois que la robotique, c'est le cas d'usage pour permettre ça. Et ça sera indéniable. Parce que si mon robot de pailleur qui vient là-dessus prendre mon fumier, il me sort beaucoup plus naturellement, ça sera bien. Je pense aussi, si on va dans la prolongation du fumier, le problème c'est qu'aujourd'hui les tracteurs ils sont tous trop lourds. Je crois qu'on va arriver à dépailler là-dessus, mais on pourrait très bien imaginer avoir un stockage à bout de champ de fumier et un robot à petite portance qui irait épandre le fumier quand on ne peut pas aller le faire parce que c'est trop humide à part défoncer tous les champs. C'est pareil pour démarrer des fauches. Mon père adore démarrer à fauche sous appui pour profiter parce que c'est pas grave, il peut pleuvoir pendant un jour sur un foin frais. Ce qui compte, c'est la faim. Il faut surtout pas qu'il pleuve sur la faim. On pourrait très bien imaginer. Le problème, c'est que quand il pleut, que c'est à part essuyer, ça marque. Quand ça marque avec un déneur et tout, tu casses tout, tu ramasses rien. Donc voilà, pouvoir travailler, c'est surtout sur le cas d'usage pour moi que la robotique, elle va se mettre très fortement demain, mais pas en faisant ce qui se faisait avant avec des plus gros tracteurs. Alors désolé pour ceux qui ont des robots grosse puissance, il y en aura, mais en soi, c'est le changement du cas d'usage
qui pour moi demain sera, et c'est pareil dans les domaines en élevage, il y a dessus, que ça soit, on le voit aujourd'hui, alors c'est pas des robots, mais sur tout ce qui est détection de chaleur et autres, de pouvoir voir le bonheur du début en mettant une surveillance automatisée plutôt que d'avoir un œil humain qui passe matin et soir et qui voit pas quand la vache a démarré sa chaleur pour savoir quand bien inséminer et autres. Il faut repenser, il faut qu'on aille plus loin dans les cas d'usage, mais toujours finalement dans le cycle de la nature, quoi. On va pas changer la nature, mais voilà, c'est pour moi c'est le truc qui fera qu'on prendra des avances et que la robotique sera finalement perçue comme une vraie valeur ajoutée. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que ce qu'il y a derrière, finalement, c'est vraiment ça, la robotique, ça doit répondre à intervenir vraiment au bon moment, quand il faut. Je sais, Bernard, on en a discuté avant, que tu as des exemples aussi sur la partie plutôt vélage, et on pourra en parler juste après. Mais justement, je voulais donner la parole à Florent. Et moi, j'aime bien les histoires et les anecdotes. Et je sais que dans tes champs cette année, notamment avec les fenêtres climatiques qui étaient compliquées, tu as eu une petite plante sympathique qui est venue s'installer et envahir une partie de ton champ. Et est-ce que tu peux nous expliquer finalement rapidement comment c'est arrivé et comment tu penses que tu vas pouvoir lutter contre ça, mais surtout comment c'est arrivé et finalement comment tu aurais pu peut-être l'éviter, quoi. Alors, déjà, comment c'est arrivé? C'est arrivé petit à petit. Donc, on a une plante qui s'appelle le rumex, une très belle plante qui a une racine, un pivot impressionnant, qui est quasiment intuable une fois qu'elle est enracinée 1 mètre de pivot. Surtout les années comme on vient de passer où il pleut tous les 8 jours et pas qu'un peu. Car même si on l'arrache, la racine se repique et du coup elle repart de plus belle. Et donc on en a dans tous les champs maintenant en bio. Là ça fait 2 ans où j'ai une invasion de rumex dans mes champs. Et donc comment lutter contre? Moi, j'aimerais bien qu'on m'invente un petit robot qui arrache tout ça. Donc je sais pas si c'est possible. Pour moi ça serait pas impossible, mais bon. C'est une table ronde pour des idées, donc Ouais. c'est le bon endroit, hein. Allez-y, les ingénieurs. Et donc ouais, non, voilà, aujourd'hui oui, le rumex pour moi c'est une grosse problématique parce que j'ai vraiment j'ai de la chance, enfin, entre guillemets, d'avoir de l'élevage et du coup je peux arriver à le couper en faisant des luzernes, sauf que je peux pas faire des luzernes sur 235 hectares. Et donc ouais, non, j'ai une grosse problématique au rumex qui s'est installée depuis 2 ans à cause du climat. Enfin, pas que, hein, à cause que moi j'ai pas fait les choses qu'il fallait non plus dans mes champs, mais pour aller bien, il aurait fallu intervenir. Idéalement, il faudrait intervenir combien de fois en binage, en bio, dans un champ avec une année comme l'année dernière, avec beaucoup de pluie et donc beaucoup de repousses. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que en fait, t'as l'impression quand tu y vas, t'as l'impression que tu as fait du mal, et puis tu reviens une semaine après, en fait, ça a tout repiqué. Donc même que tu repasses une semaine après, on l'a fait avec le robot, on y est passé plusieurs fois. Et en plus cette année où il pleuvait tous les 8 jours, donc ça servait à rien. Et le problème, c'est qu'en plus on le laisse sur le rang. Donc non, l'idéal ce serait un robot qui arrache et qui l'emporte et qui le crame et puis voilà, quoi. Mais ouais, donc on voit bien la problématique de la gestion de l'enherbement, encore une fois, et de la gestion des fenêtres climatiques, de pouvoir intervenir au bon moment, puisque bon, ça se fait quand même encore une fois au printemps, hein, probablement, cette et action. en plus le rumex c'est une plante qui fait des milliers de graines et bon, quand c'est tout petit c'est vachement facile à détruire. Et encore une fois, cette année, j'ai des petites plantules dans les champs, mais pour aller passer l'hercétrie,
Mais enfin, on va voir peut-être fin de semaine, mais avec le climat qu'on a eu là, ça a été impossible. Pourquoi Donc, c'est on impossible regarde. là Pourquoi c'est impossible d'intervenir là justement? Mais on en revient aux tracteurs qui portent pas dans les champs C'est-à-dire qu'en gros le tracteur va se planter dans le champ et ça c'est problématique pour la suite en fait. Ouais. Ah ben là tu détruis toute la structure du sol, quoi. Donc là ce serait le bon moment pour intervenir. Ouais. Mais Au niveau de la poids, plantule, là, ça serait nickel parce que juste un petit coup d'hercétrie, c'est tout petit, ça ne fait que la retourner, là, ça pète. Parce qu'il y a pas la racine ne s'est pas développée, donc. Du coup, le poids du tracteur là serait, c'est la problématique du bon là, moment c'est que le d'intervention. poids du tracteur parce que le dessus a bien réessuyé aujourd'hui, mais dessous ça porte pas, quoi. Ouais. Donc en passant juste un petit coup d'hercétrie sur le dessus, ça passerait nickel, mais on a la problématique du poids du tracteur qui fait qu'on ne peut pas passer à cause de ça. Donc ça veut dire que dans intervenir au bon moment, ce que vous dites un peu tous, c'est pouvoir aussi rentrer dans les champs avec une machine qui casse pas tout. Le problème des machines qui cassent pas tout, c'est que souvent si elles sont plus légères, c'est qu'elles sont moins puissantes. Donc elles ont un débit de chantier qui est relativement inférieur à des débits de chantier plus grands. Donc Sébastien, oui, tu veux... Et puis même aujourd'hui, même si elles sont plus petites, les machines actuelles ont pas moins de poids sur eux pneus parce qu'elles sont équipées de pneus et de roues plus petites. Donc en fait, un tracteur vraiment un vieux 60 chevaux va à peine un peu moins se marquer, mais il va quand même pas passer parce que sinon on démarrerait tous les vieux Someca ou les vieux Fiat et avec finalement une petite RC-Tri en 2-3 mètres on le ferait. Mais même eux ne passent pas. Il faut des équipements très légers en chenille pour arriver à pouvoir passer. C'est quoi un équipement léger, juste avant de basculer sur la partie vélage? Alors, je sais pas dire, mais je sais qu'il y a des constructeurs de robots qui avaient fait pas mal, ont travaillé sur le fait qu'il n'y ait pas plus de poids que le pied humain. Et là-dessus, si on arrive à ça, en fait, on révolutionne pas mal de cas d'usage, que ça soit au semi, que ça soit là, que ça soit sur pas mal de travail. Et pour moi, c'est ce qui finira par arriver, parce que qu'on le veuille ou non, une transition finira par avoir lieu. Ouais. En fait, on parle beaucoup de tassement des sols. Moi, j'en entends beaucoup parler, mais c'est au-delà du tassement des sols qui est l'action répétée du tracteur. C'est plutôt la destruction du sol dans un passage d'un champ qui est humide, quoi. Ça, c'est encore une autre problématique. Hein. Ok. Et maintenant, peut-être sur la partie plus élevage. Hein. Donc là, on était sur la partie la partie grande culture. Sur la partie élevage, Bernard, je sais que tu as des challenges aussi. Alors. Lié aussi au fait que maintenant tu as une grande sagesse hein, et donc tu fais probablement un peu plus attention aussi de ce que tu me disais, notamment à la santé des gens qui travaillent auprès des vaches pour le coup, parce qu'une vache c'est dangereux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels seraient toi les challenges aujourd'hui, vraiment à proprement parler, proches des vaches? Oui, quand on est éleveur viande et en bio, ça ne veut pas dire être anti-techno. Et quand on est éleveur comme nous, on est éleveur sur des grandes surfaces très extensifs. Et la particularité, bien évidemment, quand on est tout le temps en plein air, c'est que les bêtes vèlent dehors. Et dès lors qu'elles vèlent dehors, il est très difficile de les assister si jamais il fallait les assister. Et de plus, il faut aller les repérer. Donc on a plusieurs challenges à relever quand on a des grandes surfaces comme ça. C'est de pouvoir repérer les bêtes sur ces espaces-là pour pouvoir aller directement les voir et ne pas passer une demi-journée à les chercher. Parce qu'une bête qui va véler, elle va s'isoler, elle va se cacher. Pouvoir aller les repérer rapidement et vérifier que le vélage s'est bien passé. Une fois que le vélage s'est passé, on est soumis par la réglementation à devoir identifier le mâle ou la femelle et le faire directement. Ça, c'est quand même un petit peu sportif quand on est dehors parce qu'il faut attraper la bête. Les limousines, c'est des bêtes qui ont leur tempérament et bien sûr, ça devient un petit peu dangereux. Et on est, on est quand même focus sur la sécurité aussi des personnes qui travaillent. Il y a quelques années, aller médailler un veau, c'était un acte de bravoure. Aujourd'hui, prendre un coup de corne parce qu'on a médaillé un veau, c'est plus un acte de bravoure et c'est de la connerie absolue. Donc, j'attends beaucoup de la technologie pour nous aider à repérer les bêtes sur nos parcelles, nos bois et nos sous-bois quelquefois. Ça, c'est encore plus dur.
Donc pour aller les repérer, j'imaginerais un système, alors je n'en ai aucune idée, mais je vous lance la perche. Je crois qu'un système qui nous permettrait d'identifier la bête, en fait de repérer le veau par rapport à la mère pour pouvoir déterminer la filiation, enfin continuer la filiation et l'identifier, serait franchement une sacrée invention pour nous. Et puis, quelquefois, ça se passe mal. Il faut rapatrier la bête. Il faut la faire marcher un petit peu pour la ramener vers un endroit où on pourra faire la contention. Et ça, c'est pas évident. Vous me direz, il peut y avoir un chien qui vous assiste ou qui va pousser la bête. Mais une bête qui est en train de véler, quand ça se passe mal, le chien devient un danger. Donc sa préoccupation, ça va être de tourner et d'aller défoncer le chien plutôt que de se faire raccompagner tranquillement. Donc je pense qu'une assistance, et j'ignore de quel ordre, qui pourrait nous aider à accompagner, parce que quand on est à droite, bien sûr, elle va à gauche, et vice-versa, il faut un peu la canaliser. Quelque chose qui pourrait, quelquefois j'imagine 2-3 drones qui nous suivent et qui juste effraient un petit peu la bête un peu à gauche, à droite, le temps de la faire aller tout droit, pour la ramener vers le local, et enfin pouvoir faire l'intervention. Et ça arrive parce que, bien sûr, c'est la nature. C'est pas parce qu'on est en bio qu'on laisse mourir les bêtes, c'est pas parce qu'on est naturaliste qu'on laisse mourir les bêtes. On a le devoir de bien s'en occuper, et ça c'est un paradoxe entre ces élevages extensifs et le fait de pouvoir intervenir sur les bêtes. Et effectivement, pour dire ce que tu disais, il y a quelques années, avec le quad et le lasso, on arrivait un peu à attraper les bêtes. Aujourd'hui, passé 50 ans, ça grince un peu et on est un peu moins leste pour faire tout ça, et bon, on essaie de prendre moins de risques par rapport à ça. Du coup, la sécurité, ça demeure aussi un enjeu. Je ne sais pas à quel point les robots de traite, par exemple, ont aussi amélioré peut-être la sécurité lors de l'opération de traite. Je ne sais pas s'il y avait un danger quelconque. Mais les robots, finalement, aujourd'hui, doivent répondre à... Enfin, en tout cas, l'automatisation et la technologie, en général, doivent répondre à plusieurs enjeux, de ce qu'on comprend. C'est des enjeux d'adaptation, d'abord, et donc d'intervention au bon moment dans les champs pour faire les activités qui vont bien, parce que ça a un impact direct sur les rendements et ça a un impact direct sur l'enherbement ou sur un tas de choses on travaille avec du vivant finalement dans l'agriculture, donc on peut pas tout pour tout prévoir, il faut vraiment déjà pouvoir intervenir au bon moment, Sébastien le disait. Donc ça c'est un des enjeux majeurs à laquelle la robotique doit probablement répondre aussi pour la polyculture élevage. Et puis il y a cet enjeu de sécurité plus spécifique peut-être à la partie élevage, où il faut bien se rendre compte quand même, on le voit sur la photo finalement, la tête d'une limousine, et on voit Bernard à côté, on voit bien le rapport de force qui doit s'installer lorsque tu souhaites ramener une vache avec son veau, et donc on se doute bien qu'il y a quand même un danger prégnant avec les belles cornes qu'elle a aussi sur sa tête. Et tu m'as pas posé la question économique, mais pour moi, il n'y a pas de question économique, parce qu'on est en train de parler de vivant, et nous, sauver une bête, un veau, ça n'a pas de prix. Donc, on fera un investissement, on l'amortira sur très longtemps, peu importe. Mais en tout cas, c'est un crève-cœur à chaque fois que ça se passe mal. Et puis, c'est vrai qu'avant, dans les modèles familiaux, c'était souvent le grand-père ou la personne qui était à la retraite qui surveillait les vaches à temps perdu, même avant qu'il y ait les coutures électriques, ils gardaient les vaches. Il y avait une surveillance qui était à l'heure par heure, quoi. Et aujourd'hui, quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans les foins, quand on est dans la moisson, quand on est dans les semis, c'est vrai qu'on est peut-être moins vigilant sur des choses, et on n'a pas le temps, et ce manque de temps, de bien surveiller les animaux et bien surveiller le velage s'il doit avoir lieu aussi, voilà. Et ça revient à une question de main-d'œuvre, quoi, de personnes sur la ferme. Ouais, mais je pense que tu résumes bien. On s'approche de l'heure fatidique de fin de cette table ronde, et je pense que tu résumes bien avec la notion de temps aussi. Je sais que dans les préparations qu'on a fait de cette table ronde, ça a été évoqué par tout le monde, mais le temps, ça reste la clé pour intervenir au bon moment, pour réfléchir aux investissements, pour réfléchir à la manière de mieux faire, et puis pour aussi être en mesure de mieux surveiller les vaches, par exemple, quand il s'agit de vaches. Et effectivement, comme tu le disais Bernard, mais aussi d'éviter des pertes qui peuvent l'être, typiquement. Oui, Maxime, vas-y. Et puis même, je rajouterais, malheureusement, on est un métier, on travaille à la nature, et Sébastien disait très justement qu'il faut travailler au bon moment et tout, mais des fois, passer une journée au bureau, calculer des seuils de rentabilité, calculer faire des papiers pour demander des aides à droite à gauche, on gagne plus d'argent
malheureusement à travailler dans les champs, et c'est là que c'est un métier qui a complètement changé. Et donc c'est vrai que la main d'œuvre rejoint là-dessus aussi que il y a beaucoup de on a un métier aussi beaucoup de paperasserie et voilà, du bureautique, d'administratif, et que ça on ne peut pas le déléguer. Quoi, on peut le déléguer bien sûr, mais c'est des choses aussi d'exploitation et d'organisation du travail. Mais oui, d'organisation du travail ou de salariat. Et on en revient à de la main d'œuvre, on en revient à du temps, on en revient à tout ça effectivement. Ouais. Mais je vais déjà vous remercier pour tout ce partage d'expériences et d'informations que vous avez pu nous donner. Et puis, je ne sais pas si la salle a éventuellement des questions pour l'un de nos intervenants aujourd'hui. S'il y en a, hésitez surtout pas. Oui, allez-y. Je vais vous passer le micro, ce sera plus facile. Hein. Oui, bonjour Florent. Bonjour. C'est toi qui as eu un robot Oreo à l'essai 3 ans. Et 3 ans, ouais. Est-ce qu'on peut voir la suite? Pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est pas arrêté, c'est juste que ça fait 3 ans l'an dernier et ça va sûrement recommencer cette année. Tu l'as toujours? Oui. Oui. D'accord. Bon là il est sous le hangar, il fait rien, mais mais il sera toujours à l'essai, ouais. Et tu n'envisages pas de l'acheter? Non, pas encore. Pas encore, pourquoi? Parce que déjà 2 gros trucs. Le débit de chantier, qui pour l'exploitation, il n'est pas encore assez tout à fait élevé. Et ensuite, le prix. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle pour nos intervenants. Feel free if you want to ask a question. Sentez-vous libre de poser une question en anglais, bien entendu, parce que nous avons le service d'interprétation. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, une question. Hi. Bonjour. Je me demandais, sur la régénération des sols, avez-vous envisagé de remettre des animaux sur les terres arables pour aider à enrichir le sol, ou bien est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir de l'aide, de l'automatisation pour cela? Des sols notamment. Est-ce que tu envisages d'amener les animaux dans les champs, dans tes cultures pour je pense avoir une espèce de système en cycle, en boucle quoi. Et est-ce que pour ce faire, tu imagines une assistance robotisée ou automatisée? Merci pour la question. Et alors oui, nous amenons les bêtes déjà dans les champs. On a un système où on va faire pousser, par exemple, de l'orge avec du trèfle blanc. Et dès lors qu'on récolte l'orge, on a le trèfle blanc ensuite qui va être pâturé par les bêtes sur toute la fin de l'été, à cette période où il y a pas beaucoup d'herbes dans les prés chez nous. Donc oui, nous utilisons déjà les bêtes. Alors non, il n'y a pas forcément d'utilité à avoir une assistance pour ça, puisque c'est très groupé, et avec une clôture électrique, c'est suffisant. Désolé pour la question, je n'entendais pas du tout ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a des fabricants de robots ou juste de technologie dans la salle ou pas spécialement? You are. Oh, you are the question or you are? Okay. Plus de questions?
Non, mais je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos intervenants aujourd'hui.